Salut à tous les gones, aujourd'hui je voulais faire une petite intervention sur la gestion des attaquants depuis quelques années à l'OL. Alors c'est un sujet qui m'a souvent frustré et qui selon moi est la cause de pas mal de nos problèmes. En fait c'est assez symptomatique je trouve aussi des problèmes de gestion d'effectifs dont ont été coupables toute notre équipe dirigeante, hein, donc les Juninho, Peter Bosz et puis après Rudy Garcia. L'idée aujourd'hui c'était de faire un petit récap sur la façon dont a été géré ce secteur de jeu sur les deux-trois dernières années par l'équipe dirigeante de l'OL. Alors pour commencer, je pense que dans les dernières années, il y a eu un premier moment clé dans l'ère Juninho Garcia sur la gestion des attaquants. C'était début juillet 2020. Puisqu'en fait, début juillet 2020, en l'espace de 7 jours, on a eu Amine Gouiri et Martin Terrier qui ont quitté le club, donc entre le 1er et le 7 juillet. Et en fait, le départ de ces deux joueurs, pour rappeler un peu le contexte, Garcia ne comptait pas sur eux parce qu'il leur préférait notamment pour le poste d'avancement de Moussa Dembélé et Tino Kadewere qui venaient d'arriver un mois plus tôt. On sait que les deux joueurs peuvent évoluer un peu aussi sur le côté gauche. Et sur le côté gauche, à l'époque, il y avait Oussem Aouar et Karl Toko Ekambi qui entraient en concurrence avec ces joueurs-là. Mais pour moi, ces deux-là sont plutôt des avant-centres, hein, Gouiri et Terrier. Donc l'idée, c'est que Garcia a plutôt privilégié Dembélé et Kadewere sur ces deux joueurs-là. Alors Juninho a validé ses choix de Garcia et aujourd'hui on se trouve avec donc Tino Kadewere et Moussa Dembélé comme avant-centre alors qu'on aurait pu avoir Gouiri et Terrier. Alors Martin Terrier cette saison dans le jeu c'est 16 buts dont un seul penalty. Et c'est le meilleur buteur du championnat si on exclut les pénaux et qu'on compte seulement les buts marqués dans le jeu. À titre de comparaison, c'est plus que ce que Mbappé a pu marquer, par exemple. Donc ces matchs-là, il les a fait dans un rôle d'avant-centre, un match sur deux, ou alors dans un rôle d'attaquant un peu excentré à gauche qui repiquerait dans l'axe sur son pied droit, à peu près un match sur deux aussi. Gouiri, quant à lui, c'est 28 buts en 73 matchs depuis qu'il est à Nice, donc un ratio, on va dire, honnête de 0,4 buts par match, alors qu'il a plutôt, comme Terrier, un rôle hybride entre un avant-centre et un attaquant légèrement excentré sur le côté gauche. Pas oublier également que Gouiri est un attaquant jeune et que souvent le ratio de buts marqués par match pour un avant-centre a tendance à progresser au fil de sa carrière jusqu'à atteindre son pic souvent vers les 27-28 ans. Euh, mais en fait, au-delà des buts marqués, moi ce que j'aimerais souligner et ce sur quoi j'aimerais attirer l'attention, c'est sur les qualités techniques de ces deux joueurs qui en fait ont plusieurs qualités qui manquent à notre effectif. Tout d'abord, ils sont capables de se déplacer entre les lignes, là où Kadewere et Dembélé, souvent, ils ont tendance à rester collés à la ligne de défenseur. Et donc pour ça qu'ils sont souvent neutralisés et plus difficiles à toucher dans le jeu. Et c'est aussi pour ça que Dembélé touche peu de ballons. Ces joueurs-là, ils sont aussi précis techniquement dans leur passe, qui nous manque aujourd'hui. Ils sont intelligents dans le jeu, et cette intelligence fait qu'ils sont souvent imprévisibles. Donc le défenseur, il va jamais savoir s'ils vont décrocher, aller sur un côté, s'ils vont dribbler, passer ou tenter de frapper. Et du coup, ça les rend, je trouve, plus polyvalents et plus imprévisibles que nos attaquants actuels. Concernant Gouiri, je trouve aussi qu'il a une qualité de dribble dans les petits espaces qui serait très intéressante aujourd'hui, notamment quand on joue contre des blocs bas, comme c'est souvent le cas pour l'OL, où on se retrouve souvent face à des équipes qui mettent le bus en Ligue 1, il faut le dire aussi. Et toutes ces qualités-là permettraient donc, je pense, au jeu de l'OL aujourd'hui d'être plus efficace offensivement, d'être plus riche, plus fluide. Et ça permettrait également d'avoir plus d'occasions pour nos milieux offensifs et nos ailiers, parce que quand vous avez des attaquants capables de combiner, comme le profil de ces deux joueurs-là, forcément, on aura des milieux relayeurs qui auront plus d'occasions, des ailiers qui auront plus d'occasions, et donc tout cela amène normalement plus de buts marqués à la fin. Alors concernant Terrier, j'entends dire certains supporters lyonnais que Terrier n'était pas assez bon avec Lyon et qu'il n'avait pas forcément le mental pour tenir la pression dans un grand club comme l'OL. C'est un argument que je comprends, que je veux bien concevoir, qui est parfois vrai pour certains joueurs. Mais concernant Terrier, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense que le problème avec Terrier à Lyon, c'était plutôt qu'on l'a jamais mis dans les bonnes conditions pour qu'il réussisse. Et je m'explique souvent, hein, donc un attaquant a besoin de confiance. Et Terrier, on le faisait simplement jouer des bouts de match. On le faisait rentrer à la Garcia, hein, à 10 minutes de la fin. Et souvent en plus dans un rôle d'ailier qui lui correspond pas, puisque Terrier est pour moi plutôt un 9,5, un espèce de second attaquant. Et en fait, voilà, on lui a pas suffisamment donné confiance et selon moi, on l'a pas mis dans les bonnes conditions pour qu'il réussisse à l'OL, alors qu'il avait la confiance de ses coéquipiers, hein, comme Thomas disait, il était surnommé le chirurgien
de par son efficacité à l'entraînement, et ce qui se vérifiait aujourd'hui en match. Donc, je pense tout simplement que Martin Terrier a été mal utilisé à l'OL par son entraîneur qui a été la plupart du temps Rudy Garcia. Alors concernant le départ de Gouiri, en fait, donc à la base Gouiri était remplaçant parce que Rudy Garcia ne voulait pas le faire jouer. Bon, il pouvait avoir ses raisons, hein, on sait pas, on n'était pas à l'intérieur du groupe. En tout cas, Gouiri est ensuite allé voir Juninho et a demandé son départ puisqu'il voyait que sa situation était bloquée. Et là où en fait on aurait attendu d'un directeur sportif d'obliger Amine Gouiri à rester, ou alors peut-être de lui proposer une solution de départ en prêt. Gouiri qui était sous contrat, hein, il a eu plusieurs années de contrat devant lui. Donc on n'avait pas du tout le couteau sous la gorge pour le vendre, on aurait pu très bien décider de le conserver. Et bien en fait, Juninho a accepté son départ. Et le comble, c'est qu'en fait, on vend ces deux joueurs, Gouiri et Terrier, à deux concurrents directs qui aujourd'hui sont des clubs supérieurs à l'Olympique Lyonnais, en tout cas qui ont des équipes supérieures à l'Olympique Lyonnais, puisqu'ils ont quasiment 10 points d'avance sur nous au classement et surtout beaucoup plus de régularité. Alors pour enchaîner sur les attaquants qu'on a aujourd'hui à l'OL et surtout celui qui est titulaire qui nous intéresse, donc Moussa Dembélé. Alors le but c'est pas de fracasser un joueur publiquement, il a quelques qualités. De toute façon moi je critique pas du bois Dembélé, mais ce qui me dérange c'est plutôt les gens qui décident de mettre ces joueurs-là sur le terrain et c'est plutôt eux qui sont à blâmer, donc les entraîneurs, directeurs sportifs, etc. Alors petite parenthèse également, n'oublions pas que les joueurs qu'on critique sont des êtres humains avec leur famille et très souvent en fait ils sont mis au courant des critiques à leur rencontre et on peut donc juger du niveau d'un joueur mais essayons quand même d'être bienveillants et de dire des choses si possible avec la forme, notamment dans les commentaires parce que ça reste que du foot et aucun joueur voilà, ne mérite la haine juste parce qu'il est pas bon ou qu'on le trouve pas bon. Donc ça c'est pour la petite parenthèse. Dembélé alors en fait c'est un peu un attaquant des années 60 qui pour moi se limite à un pur buteur là où dans le foot moderne on aurait besoin d'avancantes qui sont capables de faire d'autres choses que d'être simplement renard des surfaces. En fait, moi j'ai une petite théorie là-dessus, donc on regarde souvent pour évaluer le niveau d'un attaquant le nombre de buts marqués, mais j'ai une petite théorie sur ces attaquants-là, alors vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi je pense que ces attaquants-là, donc type Icardi, Dembélé, les attaquants statiques dont l'apport à l'équipe se résume essentiellement aux buts marqués, je pense que donc il y a les buts marqués, qu'on voit le nombre de buts marqués, mais il y a également, de par leur inactivité, un certain nombre de buts marqués qu'ils coûtent à l'équipe. Je m'explique, en fait parce que ces joueurs-là ne mettent pas assez de pressing, n'aident pas assez à la construction, parce qu'ils ratent certaines passes, parce qu'ils font pas toujours le bon appel, ou qui participent tout simplement pas suffisamment à la construction du jeu pour créer des occasions pour leurs coéquipiers, leurs ailiers et leurs milieux offensifs. Je pense que ces attaquants-là, qui sont des purs buteurs, nous coûtent un certain nombre de buts non marqués. Et ça, c'est une stat évidemment qui est impossible à trouver, mais moi je pense qu'un joueur comme Dembélé qui va mettre un but tous les 2 matchs quasiment, bah en fait il te coûte peut-être tu vois, un but tous les 4 matchs ou un but tous les 3 matchs de par son manque d'activité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait prendre en compte également. Et tu as des attaquants. Donc si on regarde aujourd'hui le profil des 9 qui ont gagné la Ligue des Champions dans les 10 dernières années, par exemple les Benzema, Lewandowski ou Firmino, en fait ce sont des 9 qui sont pas seulement des finisseurs, mais qui sont aussi très utiles dans le jeu. Firmino par ses dribbles, par ses qualités de passe, c'est plus un 9,5. Benzema, ça a toujours été un 9 que moi j'appelle un 9 meneur de jeu, même si c'est plus muet en pur buteur ces dernières années, ça reste un avant-centre qui crée des occasions pour ses coéquipiers, qui joue beaucoup en remise, en dribble, qui a une qualité de passe formidable. Et Lewandowski, c'est la même chose. En fait, les gens pensent que c'est juste un pur neuf buteur, mais en fait, il est aussi très utile dans le jeu. Il a une super qualité technique par son jeu de corps, par ses remises. Il est très utile pour le jeu d'attaque collectif du Bayern. Et cette liste de neufs là, qui sont très complets, j'ajouterais aussi Harry Kane dans les grands neufs modernes, qui en fait a une qualité de passe qui est formidable et qui est souvent à l'origine de magnifiques ouvertures en profondeur pour des joueurs plus rapides que lui, comme des Son ou des Lucas Moura. Et c'est pareil, en fait Kane c'est un neuf meneur de jeu, c'est pas du tout un neuf pur buteur comme on pourrait le penser. Donc voilà mon postulat. Alors comme Antoine d'ailleurs ou Constant le disent, hein, dans le foot moderne au très haut niveau, je pense que tu as besoin d'avoir un avant-centre qui soit créatif et collectif et pas seulement un avant-centre statique pur buteur comme des Dembélé ou Icardi. Donc créatif pour être capable de faire de belles passes,
voire même de bien dribbler, c'est encore mieux si c'est possible. Et donc ça ajoute en fait de l'incertitude également dans les défenses adverses et ça fait que défendre face à ce type de joueur est beaucoup plus compliqué que de défendre face à un avant-centre comme Moussa. Alors un niveau légèrement en dessous des attaquants qu'on a évoqués avant, hein, les Harry Kane, Benzema, etc. Je mettrais aussi d'autres joueurs comme par exemple Tadic, même si maintenant il est plus souvent excentré à gauche, ça a très souvent été un neuf meneur de jeu à l'Ajax Amsterdam, ou encore Memphis Depay. Alors Memphis, il faut se rappeler quand même que la meilleure période de l'OL sous l'ère Juninho, c'est quand Garcia a décidé d'aligner un trio Toko Ekambi à gauche, Memphis Depay dans l'axe et Kadewere à droite. À un poste qui n'était pas le sien, Kadewere, hein, c'est plutôt un avant-centre à la base. Mais voilà, Garcia, en fait, quand il est arrivé, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait jouer dans un 4-3-3 Memphis à gauche, Dembélé dans l'axe. Mais petit à petit, en fait, il a revu son jugement, il a décidé de mettre Memphis dans l'axe, Toko à gauche et Kadewere à droite. Et en fait, c'était une des meilleures décisions de Garcia quand il était à Lyon. Et cette époque-là, on avait une série de victoires. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est quand on finit champion d'automne. Ce trio, c'est une des meilleures décisions que Garcia a prises quand il était à Lyon. Il était très sympa à voir jouer et ça jouait souvent en contre. Et il y avait beaucoup de coulissements parce qu'en fait, Memphis dézonnait beaucoup. Il restait pas avant-centre, mais il bougeait un peu sur tout le front de l'attaque. Il décrochait, il faisait des passes en profondeur, des passes décisives. Il avait un très beau duo avec Toko notamment. Toko, il bougeait un peu sur tout le front de l'attaque. Donc voilà, encore une fois, un attaquant très mobile, beaucoup plus mobile que peut l'être un Moussa Dembélé. Toko, il allait à gauche, il est dans l'axe, il est à droite. Et Tino Kadewere, donc il alternait entre le côté droit et l'attaque. Et en fait, on avait un peu Memphis en chef d'orchestre avec ces deux joueurs-là qui tournaient autour de lui, qui amenaient beaucoup de mouvements, et c'était très difficile à gérer pour les défenses adverses. Alors qu'aujourd'hui, on a plutôt des rôles d'avant-centre statiques, et même nos ailiers bougent finalement pas tant que ça. Et donc voilà. Et donc, alors, petite anecdote sur ce replacement de Memphis dans l'axe. En fait, là-dessus, à l'époque, Juninho n'était pas d'accord avec Garcia sur le replacement de Memphis, et ça a été un de leurs points de divergence, puisqu'en fait, Juninho voulait garder Memphis sur un côté, ce côté gauche, alors que le souhait de Memphis était d'évoluer comme avant-centre. Donc, pour moi, là, ça montre quand même une des limites de Juninho sur sa capacité, on va dire son intelligence tactique, sa compréhension du foot, mine de rien. J'ai été un peu déçu de Juninho sur ces éléments-là. Alors, quand Memphis était repositionné dans l'axe, évidemment, on se souvient des situations qu'il débloque en marquant des buts, mais je me souviens aussi qu'il a parfois illuminé toute l'attaque lyonnaise en mettant en orbite les autres joueurs. Il faisait beaucoup de déjonnage sur les ailes, il faisait des passes décisives. J'ai en tête quelques passes dès qu'il fait comme ça en décrochant sur son côté gauche où il fait des centres pour la tête de Denayer notamment et de Marcelo. Il avait fait 2 centres décisifs comme ça dans un match. Ou parfois il faisait des centres même depuis le côté droit pour Kadewere. Enfin, il était très mobile, très polyvalent. Et voilà, il faisait des passes décisives, quoi. Il faisait jouer les autres joueurs. Et pour moi, c'est un neuf comme ça qu'il faut aujourd'hui. Peut-être pas du niveau de Memphis, ce sera compliqué d'en trouver un avec ce niveau-là, mais en tout cas avec un profil plus polyvalent. Alors, à un moment concernant Dembélé, j'entendais, je crois que c'était Antoine et Thomas, qui disaient que Dembélé était un bon point de fixation pour jouer un peu dans un rôle d'attaquant pivot sur lequel on envoierait des ballons sur sa tête pour qu'il mette en orbite les autres joueurs. Pour moi, c'est un peu un fantasme. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse. Euh, pour moi, en fait, on lui invente une qualité quand on dit qu'il peut jouer en pivot, parce que jouer en pivot, il suffit pas d'être grand et costaud pour être un bon point de fixation. Il faut aussi d'abord sentir le jeu et également avoir la qualité technique pour savoir jouer en remise, ce qui n'est pas toujours facile, puisque quand tu joues en remise, souvent tu as des joueurs autour de toi qui sont en mouvement. Et Dembélé, pour moi, il n'a pas ces qualités-là. Et on ne peut pas le comparer, par exemple, à un Olivier Giroud qui, lui, selon moi, par exemple, une finesse technique beaucoup plus importante que ce que peut avoir Moussa. Alors pour enchaîner sur les différentes erreurs qu'ont faites notre board lyonnais sur la gestion des attaquants et le recrutement dans les dernières années, j'aimerais évoquer également le cas Laborde. Donc là, on est plutôt à l'été 2021. Alors Laborde, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, je le trouve polyvalent, il est capable de mettre un gros pressing, de s'excentrer, de décrocher. C'est un attaquant qui est très collectif, qui aime bien combiner avec ses coéquipiers. Et en plus de ça, c'est une valeur sûre de Ligue 1 qu'on aurait
dû signer, puis signer pas trop cher en plus, et qu'on a laissé filer, en plus de ça, chez un concurrent direct. Donc dans la gestion des attaquants, là aussi c'est un des échecs majeurs qu'on a eu lors des 3 dernières années. Je pense même qu'on aurait pu tenter Andy Delors, là, avant qu'il signe à Nice. Donc voilà, la petite critique que j'aurais là-dessus, c'est qu'on a souvent snobé notre Ligue 1 dans le recrutement, on a voulu absolument recruter des pépites étrangères, alors qu'on aurait pu faire d'une pierre deux coups, donc signer des valeurs sûres de Ligue 1, les joueurs que j'évoquais précédemment, les Delors, les Laborde, même les Gouiri, Terrier, les conserver, en affaiblissant nos concurrents directs, et au lieu de ça, on a Delors et Gouiri qui sont à Nice, Laborde et Terrier à Rennes, alors que n'importe lequel de ces 4 joueurs aujourd'hui aurait à la fois le niveau et le profil pour apporter une plus-value à l'attaque de notre équipe. Donc c'est un peu la double peine, quoi. Ces 4 joueurs, ils renforcent la concurrence et en même temps, ils renforcent pas ou ils ne renforcent plus notre équipe. Et enfin, j'aimerais aussi souligner le cas Azmoun et le fait qu'il n'y ait pas eu de plan B à Azmoun. Alors Azmoun, on a essayé de le recruter 2 fois. Une fois au mercato d'hiver, là en janvier, et une fois au mercato d'été précédent. Donc Azmoun, c'est un très bon joueur, c'est un vrai buteur qui a 2 choses qu'ont pas forcément Dembélé, Kadewere, finesse technique et surtout il a un gros QI foot et une très belle lecture du jeu. Il semble en fait toujours avoir un coup d'avance. Il réfléchit très vite et ce qui explique, je pense, pourquoi il est toujours aussi bien placé, c'est qu'il arrive à très bien lire le jeu, à savoir où va retomber le ballon, comment vont se positionner ses coéquipiers, comment ils vont vouloir lui passer la balle. Et du coup, Azmoun, je pense, ça aurait été une très bonne idée, mais on savait dès le début qu'il y avait de la concurrence, qu'on n'était pas forcément une équipe hyper sexy à ses yeux, quand bien même à un moment il y avait un pré-accord avec Peter Bosz et avec le Board lyonnais. Mais voilà, il y avait de la concurrence, et le problème c'est qu'on n'avait pas de plan B, alors qu'une cellule de recrutement sérieuse, elle a toujours un plan B en cas d'échec. Ou alors peut-être qu'on avait prévu des plans B, mais en tout cas Peter Bosz ne les a pas retenus. Et du coup, ça fait qu'on s'est retrouvé sans rien derrière l'échec Azmoun. Donc pour moi, c'était une des grosses déceptions aussi de la cellule de recrutement de l'OL des dernières années, de la stratégie de recrutement. Alors vous allez me dire, donc sur ce sujet des attaquants, je mets en lumière des problèmes, mais j'apporte pas forcément de solutions, c'est vrai. Et en tout cas, n'hésitez pas, là, s'il y a des fans de scouting, à mettre en commentaire des idées de recrutement de petites pépites que vous connaîtriez, que ce soit en Ligue 1 ou à l'étranger, hein, bien sûr, on n'est pas fermé. Et donc il y avait un dernier élément que je voulais évoquer sur la gestion de l'attaque à Lyon. Moi je me posais la question, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais vraiment joué en 4-4-2? Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je comprends pas l'obsession qu'on a en fait à Lyon de jouer absolument avec une pointe. Pourquoi? Parce qu'en Ligue 1, au cours des 2 dernières années, on a vu pas mal d'exemples de 4-4-2 très performants. Et c'est notamment donc, Christophe Galtier qui affectionne ce système. Christophe Galtier qui a joué avec un 4-4-2 très discipliné à Lille avec Yilmaz et David avant-centre. Et qui aujourd'hui joue à Nice avec un système qui est parfois un 4-4-2, parfois un 4-3-3, mais quand même souvent 4-4-2 avec soit Gouiri Delors, soit Gouiri Dolberg en avant-centre, soit Delors Dolberg, hein, il fait un peu tourner. Il y a eu un autre exemple, c'est le duo Delors-Laborde à Montpellier. Alors ça, là c'était plutôt dans un 3-5-2, mais n'empêche qu'il y avait cette doublette d'attaquants très mobiles qui était intéressante. Il y a eu également, là, dans les dernières années, la période Niko Kovac, sa première saison à Monaco, où il jouait dans un 4-4-2 avec Ben Yedder et Voland en avant-centre, et c'était vraiment très sympa à voir jouer, très mobile, très fluide. Si on regarde la Ligue 1 cette année, on a également le duo Terrier-Laborde à Rennes. Donc parfois, notre ami Bruno Genesio, il va jouer parfois dans un 4-3-3, avec souvent Laborde avant-centre et Terrier à gauche, mais parfois il va jouer aussi dans un 4-4-2 avec le duo Terrier-Laborde, et c'est d'ailleurs dans ce système-là que le match aller il nous avait mis la misère, avec notamment beaucoup de déplacements entre les lignes de Terrier et Laborde qui décrochaient, qui se mettaient entre la ligne de défense de l'OL et notre milieu de terrain, et qui nous causaient beaucoup de problèmes comme ça, parce qu'ils arrivaient à se rendre très disponibles et à combiner très bien avec leur milieu de terrain, grâce à ces décrochages successifs, hein, qu'il y en avait un qui restait plus haut, l'autre décrochait, etc. Donc voilà, merci les gosses de m'avoir écouté, j'ai essayé de m'appliquer, d'être assez structuré pour ce premier podcast. L'idée c'était pas de taper sur un joueur, un Dembélé, mais plutôt de souligner les erreurs de gestion qui ont été faites dans ce secteur-là par notre équipe dirigeante là, depuis 2-3 ans, par Juninho, mais également Ponceau, Garcia et même Peter Bosz. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite intervention, ce que vous suggérez aussi pour l'avenir, si vous avez des pistes d'amélioration, que ce soit au niveau des coachs, des attaquants,
ou même des systèmes de jeu, des choses qu'on pourrait essayer, qu'on n'a pas assez essayé de faire dans les dernières années. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté et allez l'OL.